Hello, we are back with you. We are going to talk about the good vibrations. We are going to make Douala to be different, make Cameroon to look really astonishing because that's what we have to do. You're looking very sad sometimes. Sometimes you have the impression that nothing good is going to come up. No, you're sorry. You should be sorry because you are not enjoying the life. You have the privilege. You are having everything to make your life a good one because you're alive. And when you have the health, how are you going to be complaining? You should instead be glorifying yourself, glorifying the God, and always praising the world for what it is. We are here with you because it's good vibes. I'm Tessa Bags, and you know that we're going to have like more than 1 hour to talk about the positive things that we have to put in our mind to be happy all the time because you can't be on earth. Yes, Mother Earth, and you're crying. No, there are moments that things are going to be hard, but after a time, you're going to have the best of it. If you listen to us all the time, I assure you that you are going to have the best. For this edition, we are going to have a guest. Oui, nous aurons un invité et ce sera encore comme d'habitude quelqu'un qui va venir partager, qui va vous pousser vous de l'autre côté à comprendre qu'il y a du bon dans la vie. On peut avoir des moments où ça ne se passe pas bien. C'est ça qu'on appelle la vie. Il faut avoir des obstacles pour pouvoir grandir, aller très loin. C'est ce que nous voulons. Nous voulons vous inspirer, changer votre mood, faire que vous ayez des pensées carrément positives tout le temps. Parce que c'est avec ça que votre traversée va s'effectuer de manière positive. Donc, avec moi, j'ai Monsieur Patrick Tchekwe. Bonjour. Bonsoir. Ah, Monsieur Patrick, parlez avec nous, ouais, parce que ici c'est positif. Ok, bonsoir. On oublie les tracas qu'on a eu avec la pluie, on oublie les tracas qu'on a à la maison, et je pense que vous avez tout pour être heureux. Oui, en même temps. Donc, voilà. je ne saurais m'appuyer sur tout ce qui est négatif, car on a compris tout quand on a arrêté de se plaindre. Donc, voilà, c'est Monsieur Bio Makala. Moi, je l'ai tellement appelé Monsieur Bio Makala 237 que quand je vois le nom, c'est le nom d'état civil, en fait. Oui, mais c'est Monsieur Bio Makala et c'est un plaisir pour nous de vous avoir ici ce jour. Le plaisir est partagé. Voilà, on est en train de parler d'ondes positives. Voilà, Okay. Dis-nous, qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez triste? Vous êtes un entrepreneur, ça veut dire que quand vous faites des choses, ça ne marche pas toujours et les débuts ne sont pas faciles. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est cette parole que vous avez en tête pour vous motiver? Quand je suis triste... Vous mangez les makalas? Vous faites comment? Non, la musique. Beaucoup de musique. Quel type de musique, par exemple? Du slow, du zouk? Le zouk. Beaucoup de zouk? Oui. Voilà, c'est notre guest pour cette édition. Avec lui, on va partager beaucoup de choses parce que je pense que c'est quelqu'un qui a traversé aussi des moments difficiles, je pense. Énormément. Et ça m'a beaucoup enseigné aussi. Bon, une de ces choses qui vous est arrivée et qui vous a touché un peu, vous pouvez nous raconter? On est sur Good Vibes, on partage tout. Oui, j'ai été victime d'un accident mortel, je veux dire. Mortel parce que j'ai fait pratiquement 1 heure dans l'au-delà. Et là, nous sommes à Bonamoussadi, au carrefour, pour être plus précis, Neptune. Okay. Oui, allez-y, oui. Vous avez fait l'accident et ça s'est passé comment? Donc, j'arrive, en fait, on m'amène à la Quintini en salle d'urgence où je vais revenir à moi. Et en ce moment, la séquence qui reste plaquée dans ma tête, c'est que je suis en fait au lieu de service. Parce qu'en fait, j'allais au travail. Ah, tout s'est arrêté à ce stade-là. Voilà. Donc, moi, quand je reviens à moi, je pense que je suis déjà en plein service, puisqu'avant d'entrer en service, on a la fiche de présence consigne. Donc, je vais appeler le nom du vigile de l'entreprise. Qui a porté le cahier, je signe. Oui, voilà. C'est là où l'infirmière, en fait, le docteur en chef qui m'a prise, me verse de l'eau dessus. Elle me dit, regarde, il y a du sang sur toi partout. Tu es à l'hôpital. Tu n'es pas en bon point. Tu as fait l'accident. Donc, donne-nous le nom de ton papa, puisque c'est elle qui est avec mon téléphone. Pour qu'on puisse l'appeler urgemment. Donc, ça, je vais dire, c'est le top de... Et comment vous avez traversé ça? Vous avez eu un handicap, vous en êtes sorti comment? Vous avez continué le travail, vous avez perdu votre travail, ça s'est passé comment? J'ai été victime, je vais appeler ça comme ça, j'ai été victime de, si je peux appeler ça un abus au lieu de service, parce que on me donne un congé médical de 5 jours
d'une semaine et les frais des soins appliqués qui me sont facturés. Oui, puisque vous allez au travail. Voilà, mon papa va prendre mon dossier médical et venir en entreprise avant la fin du mois. Et on va dire que c'est pas possible. Voilà, ils vont me donner comme prétexte que mon papa est venu le 27, puisque je fais l'accident le 26, et mon papa vient le 27 dans une entreprise où on fait les inventaires le 31 et le 1er. Oh là là. Donc à la fin, c'est vous qui avez tout pris en... C'est moi, voilà, je porte tout ça. Et c'est de là que vient votre inspiration de vous retrouver à votre compte? Voilà. Donc c'est là, en fait, c'est vous qui nous racontez l'histoire. C'est là où je commence à cogiter. Je suis dans une entreprise où les cheveux blancs peuvent pousser sur la tête et je ne sais pas comment on fait pour joindre les deux bouts. Et ma curiosité va s'opérer parce que c'était dans une boulangerie bien connue de la place où je vais commencer à m'intéresser. Ce que vous avez appris sur place, vous avez dit comment je fais ça moi-même. Oui, mais sauf que c'est dans un autre couloir. Okay. Donc, je vais commencer à poser les questions au chef boulanger. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la farine de patate, la farine de plantain? Parce que de l'autre côté, quand j'allais souvent du côté de Mbanga, il y avait tout ça, voilà, tous ces aliments sont présents. Et tout. Voilà. Il va me répondre juste, le problème qu'on a, c'est que ceux qui font dans la transformation sont incapables de répondre à la demande. Okay. Je leur fais comprendre que même s'ils sont incapables de répondre à la demande, tout au moins des essais ou des premiers produits peuvent pousser quand même la curiosité du client lambda. À vouloir consommer. Voilà, parce que de plus en plus, on avait un produit dans les rayons appelé pain complet. Le pain complet qui, du jour de mon embauche jusqu'au jour où je vais quitter l'entreprise, chaque année qui passait, l'augmentation de la consommation ne faisait que grandir. Oui, vu que ça apporte des bienfaits au corps, on ne savait pas avant. Voilà. Donc, du coup, moi, j'expliquais comme ça au chef boulanger qu'on gagnerait à mettre ces farines. Et surtout que c'est produit localement. On les a, pas comme la farine qu'on pas comme la farine de blé qu'on exportait pour travailler sur place. Ok. Donc, vous voyez, on va parler de notre instant motivation. Voilà, nous avons avec nous quelqu'un qui n'a pas lâché, qui, après avoir traversé des moments difficiles, a décidé de convertir ça en quelque chose de positif. Et on va lui dire merci parce que c'est grâce à cela qu'on est avec vous aujourd'hui. Merci aussi. Ok, tout de suite, on va parler de l'instant motivation, comme on a dit. On va dire pourquoi ne pas abandonner. Pourquoi est-ce que vous, de l'autre côté, vous ne devez jamais abandonner? Quand le chemin s'assombrit et que la tempête éclate, tenir la barre devient difficile. Face à une situation difficile qui dure depuis des mois, ou après plusieurs échecs, l'abandon est comme une forme de soulagement, de libération, que ce soit dans le domaine de l'amour, le domaine professionnel ou encore personnel. Ce soulagement n'est que temporaire, il faut le dire. Parce que quand vous fuyez, voilà, on appelle ça fuir, c'est la fuite en avant. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose, automatiquement vous décidez que je ne vais plus continuer. Oui, c'est un soulagement. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez juste retardé les choses ou vous êtes retrouvé perdu à un carrefour alors que vous devez prendre votre chemin. Pour tenir le cap et continuer d'avancer à travers la tempête, comme on le dit, nous avons quelques bonnes raisons de vous donner pour que vous n'abandonniez jamais. Même après un échec, oui. On sait qu'il y a des échecs, on sait qu'on a des moments où on ne s'en sort pas. Mais il ne faut jamais abandonner pour ne pas regretter. Ne jamais abandonner pour ne pas échouer. Ne jamais abandonner pour apprendre, parce qu'on apprend aussi quand on est face aux échecs. Ne jamais abandonner pour évoluer. Ne pas abandonner pour gagner en confiance en soi. Ne pas abandonner pour trouver sa voie. Oui, parce que plus vous allez travailler, à ce moment, vous allez gagner de l'expérience et vous allez pouvoir vous imposer dans votre domaine. Ne pas abandonner pour enfin obtenir le fruit de ses efforts. Ne pas abandonner pour rendre l'impossible possible. Ne pas abandonner pour trouver sa paix intérieure. Ne jamais abandonner pour un jour vivre ses rêves. Yeah. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà pensé à abandonner? Plusieurs fois. Plusieurs fois, surtout partant de l'expérience que j'ai eue en entreprise. Il m'est arrivé maintes fois de me lever au petit matin pour des semaines où je travaillais en quart de service de 6h à 15h. Donc, il y a des semaines où je me lève, je regarde le miroir et je me pose la question, Seigneur... Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais concrètement? Pourquoi je dois me lever tous les jours pour aller aider
Apporter quelqu'un, quelque chose à lui, quelqu'un a qui réalisé gagne. son rêve. Alors voilà, c'est ça. Pendant Et on que dit très souvent, quand vous ne travaillez pas pour réaliser votre rêve, vous allez travailler à réaliser le rêve d'une autre personne. personne. Et là, ça devient encore très Donc, difficile. je pouvais comprendre que je réalise le rêve de mon chef d'entreprise ou Oui, du fondateur, patron, oui. voilà, et que par derrière, Ça vous- il y a un ça vous souci, grandit aussi. il y a un souci aussi que la hiérarchie pense à ce que nous aussi on peut avoir un projet de vie. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand on parle de ça, il y a plusieurs personnes là dehors qui se retrouvent dans ce que vous êtes en train de dire. Mais au fond, vous n'avez pas abandonné. Aujourd'hui, vous avez transformé ce désespoir, cette douleur en quelque chose de positif. Je pense que vous êtes pratiquement à plus de 2 ans à votre compte. Non, 1 an. 1 an. Je ferai 1 an le 6 septembre prochain. Qu'est-ce qui déclenche ça? Comment on se retrouve avec l'affaire de Biomakala? Comment est-ce que ça arrive? Racontez-nous un peu. Le capital, tout, vous avez rencontré les gens. Comment ça s'est passé? Biomakala, en fait, c'est tout est parti. Tout est parti parce qu'en fait, je commence l'entrepreneuriat beaucoup plus dans la musique en tant que rappeur. Ah. Oui. Beaucoup de gens qui me connaissent savent que j'ai Et commencé. le nom de rappeur, c'était quoi? Un peu. On m'appelait Scoopy. Ah, on a Scoopy ici avec nous aujourd'hui. C'est Good Vibes. Voilà, après le rap. Non, à l'époque, quand je faisais le rap, qu'est-ce que je faisais pour générer des entrées. Voilà, parce qu'en fait, dans la musique, c'est vrai qu'on était passionnés, mais on comprenait pas en fait le côté administratif de la chose. Oui. On fait qui est tout que comme ça. On voyait les beaux clips à la télé, des belles Femmes. tout. Mais on comprenait pas en fait que les véritables bâtisseurs de carrière sont ceux qu'on ne voit pas. Du tout, c'est ça. Donc, à l'époque, j'ai fait quoi? Ma première scène grand public, c'est devant l'animateur Nabil Forel et Tito Malé. À cette époque, il y avait la chaîne de télé STV. Oui, allez-y. Qui va nous présenter en tant que les rappeurs du fief de Bonamou Sadi. Avec les Kanatox, tout Stipak. Donc, quand je finis ma première scène grand public, je dis waouh! Donc, je peux aussi parler devant le public, quoi. Devant un public assez énorme. Et du coup, quand je vais rentrer ce soir, je vais aller chez mon DJ, je vais lui dire, le moment est venu. Il faut se lancer. Sauf que, en fait, tout va, c'est l'émotion. Mais je ne comprends pas, en fait, que ce que je suis en train de dire, le moment est venu. Mais sauf qu'il faut que ça s'accompagne avec le travail, voilà, et l'argent qui va aller avec. Donc, du coup, chemin faisant, je vais faire face à beaucoup d'obstacles. L'enregistrement studio, réalisation de clips, tout ça, c'est des trucs qui vont demander de l'argent. Oui. Et je vais réussir à enregistrer mon premier maxi qui va sortir dans ce qu'on appelle marché noir, qui va être... Et ça va marcher? Qui va être écoulé au modeste chiffre de 500 exemplaires. C'était une victoire pour vous, quoi. Oui. L'investissement a été rentré. J'ai eu mon retour sur investissement. Parce que, en fait, comment je faisais pour rentabiliser? J'organisais des petits shows à des endroits bien précis à partir de mon relationnel. Et les entrées, c'était un CD vendu, en fait. OK. Donc, on avait au KM le Cristal, on avait le Dreams. Oui, donc, sans publicité, autant pour moi. Voilà comment je vais faire pour faire avoir les entrées. Mais comment est-ce que vous virez automatiquement? Là, on est en train de parler de la carrière d'un rappeur. Oui. Et après, subitement, on se retrouve avec... Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je serai face à un monsieur, ami à mon papa, qui va me dire j'aime bien ce que tu fais. Mais malheureusement, il n'y a pas les moyens pour te produire parce qu'en fait, dans la musique, pour avancer à une certaine étape, il faut mettre des moyens pour qu'on communique, pour te faire connaître et faire connaître ton produit. La promotion et tout. Donc, il va me demander qu'est-ce que je fais en dehors de la musique. C'est là où je vais lui dire, papa, le CD que vous voyez devant vous, en fait, ce qui a permis en fait que ça soit là, c'est parce que je fais les beignets et je vends dans un lycée de la place. Donc, ça, c'était il y a combien d'années? Là, nous sommes en 2013. OK.
là, nous sommes en 2013 et il va me dire, est-ce que tu ne souhaites pas te professionnaliser dans ce secteur? Je lui dis, papa, toute opportunité qui va se présenter devant moi sera la bienvenue, si c'est dans ce secteur. Et si c'est ce qui est écrit, en fait, que c'est par là que je vais sortir du lot, parce que le titre de mon maxi était sorti du lot, en fait. Sorti du lot, en fait, qui définissait quoi? Qu'importe la route, je veux dire, chemin que tu... L'essentiel, c'est de travailler de telle en sorte d'être le meilleur dans ton domaine. Donc, voilà comment je serai en train de vendre les beignets dans un lycée de la place. Mon téléphone va sonner et on va me dire, il faut vous préparer, vous venez demain pour entretien d'embauche. Donc, voilà comment je gagne. Voilà, et ça devient ce qui va traverser, va dépasser la passion musicale, parce qu'au fond, quand vous regardez la musique, vous ne voyez pas ce que vous gagnez, mais il faut nourrir la famille, il faut entretenir, et là, vous vous investissez complètement. Donc, voilà comment j'entre en entreprise, et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut trouver le moyen de trouver une stabilité. Et c'est comme ça que vous persévérez jusqu'à l'accident fatal. Voilà, et de là, 2015. Vous vous dites que je vais aller à mon compte. Comment étaient les regards? Comment est-ce que les gens vous ont regardé quand vous avez dit, je vais me lancer à mon compte? J'ai eu beaucoup de problèmes. Déjà avec mes collègues, parce que nous sommes dans un environnement où le chômage, le manque d'emploi a créé beaucoup de frustration. Voilà, auprès de certaines personnes. Donc certaines personnes dans des boîtes se disent que s'ils ne travaillent pas, en fait, s'ils ne font pas ce qu'ils font pour remédier aux petites charges, ils ne peuvent pas, en fait. Donc, moi, j'expliquais donc à certains de mes collègues, étant dans un secteur d'activité comme la boulangerie, vous êtes vendeur, vous êtes caissier, il est important de vous intéresser le plus souvent au côté, je veux dire à l'usine. Parce qu'en fait, le produit que vous présentez devant le client, et ça vous aiderait même à mieux présenter même ce produit. Parce que si tu connais comment le produit est fabriqué, les éléments de fabrication et les apports de ces éléments sur le plan nutritionnel, ça te permet de pouvoir donner une position de telle en sorte que le client se sent en sécurité. Voilà, et on va directement entrer dans notre routine santé. Parce que la routine santé de cette édition, elle est vraiment basée sur ce que vous allez nous proposer. Là, on va parler des contaminations. Comment est-ce qu'on fait pour éviter la contamination alimentaire? Vous, qu'est-ce que vous faites pour éviter ces situations-là? Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a vraiment on va m'appeler ça un fléau, parce qu'on a tout le monde qui se plaint, tel a été intoxiqué. Souvent, on ne sait pas si on a empoisonné la personne, on ne sait pas si ce sont des mélanges que la personne fait, ou c'est la manière de conserver les aliments. Vous, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir, par exemple, les contaminations alimentaires? Et quels sont les différents types de contaminations alimentaires que vous connaissez? Les différents types de contamination que je peux connaître à mon niveau, ce sont... il y a la première phase de contamination qui est liée à la conservation. Conservation, oui. La recherche du gain a produit ce qu'on appelle aujourd'hui, ma foi, une certaine légèreté. Je veux dire... les gens ne sont plus très raffinés, ils ne vérifient plus. Voilà. Ils portent le produit, ils mélangent n'importe comment et après, c'est tout le monde qui se retrouve dans les problèmes, c'est ça? Vous aurez, par exemple, un vendeur de beignets, par exemple, je veux dire ambulant, qui fait peut-être, je veux dire, raconter n'importe quoi, qui fait Bonamou Sadi jusqu'à peut-être Nubel, à pied avec son pouce, pour vendre des beignets. C'est-à-dire, cette journée, les beignets qu'il a fait ne sont pas finis. Comment est-ce qu'il va les conserver? Ça, c'est la question qu'on se pose pour pouvoir revendre demain. Parce qu'en fait, le lendemain, quand c'est resté, c'est ça qui commence par vendre. Comment est-ce qu'il les conserve, contrairement à celui des grandes surfaces où il y a un lieu de stockage qui répond à des normes avec un système de conservation bien précis.
peut-être le mec, lui, va réchauffer. Mhm. Et réchauffer des produits comme des beignets, comme ceux-là, n'est C'est pas généralement pas, conseillé. voilà, c'est pas Quels la sont les solution. dangers qu'on a? Les beignets, ça va devenir toxique, c'est Parce, ça? parce que l'huile, Mhm. parce que l'huile avec laquelle il réchauffe le beignet, Mhm. c'est pas la même huile avec laquelle il a fait ce beignet hier. OK. Et le beignet, quand il passe toute la journée dans une caisse vitrée qui n'est pas à une certaine température, Mhm. il a mis le beignet. Et généralement, la meilleure façon de conserver le beignet quand tu le sors de l'huile, Mhm. c'est sur du papier. D'accord. Il va mettre dans une caisse vitrée où il n'y a même pas ce papier-là. Ah, donc, avant de mettre dans les caisses vitrées, on doit d'abord mettre des papiers. Quel Oui. type de papier? Papier Du aluminium, papier, non, papier, papier craft, papier un peu qui est comme le papier de cahier? ciment. Ciment, ok. Mais sauf que c'est pas le papier ciment, c'est Type par abus de... d'expression qu'on utilise. Donc, D'accord. vous pouvez même avoir un sac farine. Oui. Parce que dans les sacs farine, il y a du papier là qui sort. Mhm. Ce papier, vous l'étalez dans la surface, dans le Le pouce ou bien le vous- conteneur, voilà. le, vous voilà, allez le box. installer vous allez présenter votre produit. Oui, Ça fait quoi? Ça fait que quand le beignet est chaud, ça permet de conserver cette chaleur. ok, la bonne Pour que- température. oui, pour que le beignet mette le plus longtemps chaud Possible. possible. Ok. Puisque vous n'avez rien pour réchauffer. Vous Ah, allez- donc ce qu'on voit mettre dans les seaux, là, les gars mettent souvent les beignets dans les seaux, ils posent sur leur tête là pour vendre, c'est Oui. délicat. Oui, c'est très délicat. Je ne sais pas que je suis en train, mais Non, nous sommes là pour envoyer ouais, des messages, un message, pour conseiller. voilà. Peut-être qu'ils ne savent pas. Voilà. Mhm. Oui, c'est parce qu'en fait, quand tu vas demander, il va te dire que les temps sont durs, je me débrouille. Mais sauf que dans débrouiller, On ne peut pas tuer il tout y a, le monde. voilà, il y a la santé du consommateur aussi qu'il faut regarder. Mhm. Donc tu vois, en longueur de journée, c'est dans ce seau, ça transpire. D'accord. Et le fait que ça transpire, ça joue sur le résultat, sur la présentation finale Et du aussi beignet. qu'il doit conserver si ce n'est pas vendu. Et là, Voilà. il prend encore, il remet dans l'huile et il reprend Pour le même réchauffer. process. Donc ça devient un élément dangereux. Et le beignet, quand tu le réchauffes, net que tu l'as enlevé de l'huile, tu as, je dis maxi 10 minutes. Ce beignet va redevenir dur. Je dis comme un caillou en fait. Ok, nous sommes sur la consommation des aliments. Voilà, consommer un aliment contaminé peut avoir de graves conséquences. Cela peut entraîner aussi la mort. Pour cette raison, il est essentiel que vous compreniez quels sont les 4 types de contamination des aliments pour pouvoir prévenir ces risques et donc garantir la sécurité de vos clients et la sécurité alimentaire. Donc, on a parlé, par exemple, on va parler de la contamination chimique. Les substances chimiques sont à l'origine de la contamination des produits alimentaires. Lorsque vous utilisez des produits chimiques pour le nettoyage et la désinfection de votre cuisine, cela peut contaminer les denrées alimentaires. Yeah. Toute personne qui manipule des aliments doit s'assurer que les aliments sont exempts de contamination chimique. Pour ce faire, les personnes doivent toujours stocker les produits chimiques dans un endroit spécifique, séparé des aliments. Suivre les instructions du fabricant lorsqu'on achète ces produits chimiques. Vous savez, il y a des gens qui achètent des produits, ils ne lisent même pas. Ils prennent, ils déposent là, alors que c'est un truc que dès que c'est posé sur votre paillasse et tout ça, le lendemain, vous venez encore déposer peut-être des aliments ou bien des légumes dessus, automatiquement, c'est contaminé. Et même dans le process de fabrication des produits, surtout, je prends toujours le cas de la pâtisserie, il y a des produits qui participent à varier c'est-à-dire des éléments qui participent à varier le produit le plus rapidement possible, surtout quand le produit n'est pas gardé à une température favorable. N'est-ce pas? Je prends l'exemple du beignet soufflé. Le beignet soufflé, dans sa conception, vous avez l'élément arôme. L'arôme, quand le produit est sorti de l'huile, l'arôme est un élément qui participe à varier le produit. Oh oui, c'est chimique en plus. Voilà, quand ça dort. Les gens ne sont pas souvent très attentifs, mais le beignet soufflé, quand il dort et qui n'est pas conservé dans des bonnes conditions, quand vous l'ouvrez, si vous êtes très attentif au niveau du regard, vous allez voir comment il y a un trait élastique, un peu comme du haricot qui a dormi. Voilà, comme on a un peu laissé dans l'eau. Voilà. Et... En fait, ça, c'est les arômes qui participent à faire cela. Ah, ok, ça gâte rapidement le produit. Gardez les aliments couverts lors du nettoyage. Utilisez les fournisseurs agréés qui peuvent garantir la sécurité des aliments qu'ils fournissent.
Ça, c'était la contamination chimique dont on parlait. Voilà, contamination microbienne. Lorsque des micro-organismes comme les bactéries, des virus, des moisissures, des champignons et des toxines entrent en contact avec les aliments, ces derniers sont contaminés. Cela peut se produire de différentes façons. Nous avons, par exemple, la cuisson insuffisante du poulet, transfert de microbes sur des produits alimentaires lors de l'élevage et l'abattage d'animaux. Il y a des gens qui abattent des animaux, qui élèvent les animaux sur le même, voilà, et ils viennent aussi avec peut-être les aliments qu'on doit préparer. C'est sur place. Donc, à ce moment-là, si les animaux avaient des maladies ou quoi que ce soit, on va transporter ça et automatiquement... Et le risque suit. Voilà, on a déjà la possibilité d'une contamination croisée. Lorsque le stockage et la préparation d'aliments crus à haut risque sont faits à proximité d'aliments prêts à consommer. Là, c'est très dangereux. Les poissons et les crustacés peuvent manger des organismes toxiques qui sont dangereux pour l'homme. Donc souvent, même les poissons qu'on achète, il faut vérifier. Il faut vraiment vérifier parce que nous savons qu'eux aussi consomment autre chose. Et si, par exemple, vous achetez, vous devez avoir peut-être votre coin agréé, reconnu. On sait automatiquement qu'il y a des gens, par exemple, qui versent des produits dans l'eau pour que le poisson remonte à la surface et il va seulement ramasser. Là, il ne pêche pas. Oui, et dans ce cas-là aussi, je peux ajouter la rotation de produits en surface. C'est-à-dire la rotation de... Je reste toujours dans mon couloir de pâtisserie. Non, on est là, on vous écoute. La rotation en produits dans les surfaces. Vous allez remarquer que vous pouvez arriver dans une boulangerie, vous voulez par exemple acheter, je sais pas, un cake ou un gâteau d'anniversaire. La première question que vous allez poser à celui qui vend ou au vendeur ou au caissier, est-ce que vous me garantissez que le gâteau ou le cake que j'achète est celui qui est fait aujourd'hui? Il va vous répondre, généralement, il est là en tant que vendeur. Son objectif, c'est d'écouler le maximum de cake possible. Mais sans se rassurer souvent du fait que son collègue, qui est le rayonniste, ait pris le temps d'observer que ce qu'il va enlever pour servir au client soit le produit qui est fait tout de suite. Voilà. C'est-à-dire, il va prendre certainement ou par mégarde un produit qui a soit été fait à la veille ou peut-être même qui a fait 2 jours là. Et il va servir au client sans prendre la peine d'observer ça. Et du coup, vous avez un client qui va revenir avec un cake qui, soit la moisissure a déjà commencé à pousser à l'intérieur. Et ça, c'est des retours qu'on a souvent donc dans les grandes si la personne ne remarque pas ça et qui consomme le gâteau, voilà une intoxication alimentaire qui est lancée. Voilà, la contamination microbienne est la raison la plus courante des épidémies d'intoxication alimentaire. La meilleure façon de prévenir ce type de contamination est de suivre les bonnes pratiques d'hygiène. Voilà, nous allons parler maintenant de la contamination physique des aliments. Lorsqu'un objet étranger entre en contact avec un aliment, celui-ci peut être contaminé. La contamination peut se produire à n'importe quel moment de la livraison et de la préparation des aliments. La contamination physique peut causer de graves dommages aux consommateurs, comme une suffocation. Pour prévenir la contamination physique, vous devez remplacer immédiatement tous les équipements endommagés. Signaler sans délai tout défaut de l'équipement et des locaux. Avoir mis en place un système complet de lutte anti-parasitaire. Suivre les principes du code vestimentaire comme retirer tous vos bijoux et porter un filet à cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est la phase la plus sensible. Où la personne qui est en train de produire est celui qui peut encore intoxiquer tout le monde. Je dis ça parce que s'il faut visiter toutes nos usines de fabrication de... Vous n'êtes pas sûr qu'ils respectent les règles. On va fermer. Voilà, c'est vrai, on arrive souvent, ce n'est pas en état. Il y a des machines qui ne sont plus... voilà, qui ne sont plus... comment on appelle ça? D'époque, quoi. Des vieilles machines et tout. Le pire, c'est que le propre fabricant lui-même est le premier exposé même. Je vous donne l'exemple de la farine. En principe, pour battre la farine, que ce soit à la main ou avec la machine, vous devez porter un masque. Parce qu'en fait, le masque vous sécurise de la poussière là, qui grimpe au moment où on démarre le moteur, ou vous-même vous mettez à battre à partir de la main. Tout, oui. C'est vrai que
c'est à petite échelle là, la poussière que en fait vous négligez parce que comme on dit au quartier, depuis que nos parents font ça, ça n'a jamais tué personne. Donc c'est pas moi que ça va. Ça va tuer. Sauf que moi j'ai donc assisté à un cas dans l'entreprise où j'étais qui, là c'était pas la poussière de la farine, là c'était la chaleur. Oui, oui, intense. C'est-à-dire que le moment où on ouvre le four où le pain sort, elle est intense cette chaleur. Ça l'a frappé. Le mec qui est là, en fait, dans l'accoutrement, il n'y a pas un truc qui, en fait, permet d'amortir le degré de chaleur. Donc, le mec fait ça tous les jours parce que, en fait, le patron va mettre une prime pour celui qui va ouvrir le temps de chariot. Et le mec a la course de la prime. Sauf qu'il oublie que le jour où la maladie le prend, il est tout seul dedans. Sa prime-là n'a rien à voir avec tout ce qu'il va dépenser. On a vu des cas où les gars mélangent la pâte avec les pieds et la sueur qui tombe dans la farine. Ouais, ça c'est l'époque vraiment. S'il y a encore des usines comme ça, c'est que nous sommes... Bon, en fait, après on va te dire que la cuisson va tuer tous les microbes. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme je dis, le temps passe et on essaye de faire tout pour s'arrimer à l'air du temps. Voilà, donc nous allons passer à la contamination allergique des aliments. La contamination allergique se produit lorsqu'un aliment provoque une réaction allergique quand il y a le contact entre la personne qui consomme et l'aliment. Par exemple, si le même couteau utilisé pour couper le pain normal est utilisé ensuite pour couper du pain sans gluten, et si les pâtes sont stockées dans une cuve contenant des arachides. Et il faut qu'on rappelle qu'il y a 14 allergènes nommés qu'on a dénommés. Et parmi ces 14 éléments, nous avons chez l'homme, par exemple, qui cause allergie chez l'homme. Il y a le gluten, les arachides, les œufs, la moutarde, le soja et le poisson, qui se retrouvent dans ces 14 types d'allergènes et qu'on demande de faire très attention. Donc, il faut vérifier si quelqu'un n'est pas allergique au gluten. Les arachides, en principe, on dit que les gens font beaucoup d'allergies aux arachides, aux œufs, à la moutarde et le soja et le poisson. Et moi, je pense qu'autour de nous, nous voyons des personnes, il y a des gens qui ne mangent pas un type de poisson. Quand ils le font, ils arrivent à une fête, on dit que non, c'est parce que la personne se prend la tête. Non, il y a des gens qui font des allergies aux aliments. Les arachides aussi, il faut savoir, très souvent, les gens font beaucoup d'allergies par rapport aux arachides. Même les œufs. Il y a des gens qui ne prennent pas des œufs et il faut vraiment vérifier ça. Parce que si vous ne savez pas ce que la personne, les causes de son intoxication, vous pouvez lui servir ça. Et directement, on se retrouve avec quelqu'un qui est interné, qui va même jusqu'au coma. Et on se demande véritablement qu'est-ce qui s'est passé, alors que c'est une intoxication vraiment qui peut mener à quelque chose. Pour le cas du gluten, à l'époque, je ne connaissais pas jusqu'au jour où je suis tombé sur une cliente qui m'a passé commande. Et elle m'a fait comprendre qu'en fait, qu'elle était venue vers moi parce que l'objectif pour lequel je présente mon produit, c'est de valoriser la farine locale. Made in Cameroon. Donc, elle m'avait passé la commande d'un cake, mais sauf qu'elle n'a pas précisé que le cake soit fait à base d'une farine locale. Et moi, l'erreur que j'ai commise, c'est de lui avoir produit un cake fait à base de farine de blé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, quand elle me rappelle, il y a de la tension dans l'air parce que, en fait, elle a mangé carrément le quart de ce cake en sachant que c'était fait à base. Made in Cameroon. Voilà. Donc, moi, en tant que vendeur honnête, je lui ai fait comprendre qu'en fait, le cake qu'elle est en train de manger n'est pas fait à base de farine locale. Et qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi vous n'avez pas fait avec En fait, moi, elle m'a dit qu'elle veut un cake. Et c'est ce que vous aviez sous la main et vous l'avez fait. Donc elle ne m'a pas précisé si le cake doit être fait à base de farine locale. Mais quand on vient chez Bio Makala, en général, on se dit qu'il va nous proposer quelque chose d'original. Donc elle m'a dit si elle voulait ce type de cake, elle connaît l'endroit où elle devait partir. Donc elle m'a fait comprendre qu'elle jamais plus
Elle viendrait chez vous ou bien elle ne voudrait Non, plus elle m'a dit que produire? si elle commande chez moi, que je Plus sache que jamais de c'est... farine de blé. Voilà. Donc, par conséquent, il est essentiel Donc, de c'est prévenir la contamination allergique des aliments dans vos locaux. Pour ce faire, parce qu'il faut parler à ces personnes qui sont de l'autre côté, on essaie un peu de sensibiliser tout le monde. Il faut vous assurer que vos aliments proviennent des fournisseurs agréés. Voilà, c'est très important. Avoir des zones de préparation, des équipements, des ustensiles, des chiffons différents pour les aliments allergènes et autres aliments. Donc, il faut préparer. Quand vous êtes à la cuisine, vous savez que c'est ici que je découpe les aliments. C'est là-bas que je pose le truc pour laver les assiettes. C'est de l'autre côté. Donc, il faut vraiment faire le distinguo dans votre maison ou bien dans votre entreprise. Dans vos réfrigérateurs, congélateurs ou toute autre zone de stockage, séparez les produits. Voilà, produits alimentaires, produits chimiques et tout. Vraiment, faites le distinguo pour empêcher une intoxication. Voilà, nettoyez et désinfectez votre cuisine en profondeur régulièrement et surtout après avoir préparé des aliments contenant l'un des 14 allergènes. Voilà. Ouais. Vous semblez avoir quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, en fait, c'est-à-dire il y a un fossé entre tout ce qui est dit et ce qui est fait. Nous sommes là pour rappeler aux gens les bases. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où on se lève le matin. Dès que vous mangez ou buvez avec quelqu'un, le lendemain, il devient un sorcier à battre. Alors qu'en réalité, ce sont des choses. Il y a des choses basiques. Comme par exemple, là, nous avons vu une situation du côté de Mbalmayo où on nous annonce maintenant, après tout ce qu'on avait dit, c'était un empoisonnement, on nous annonce que c'est le mari qui a fait une concoction, qui a voulu faire plaisir à ses invités VIP et qui a fait un mélange, on ne sait pas comment, parce qu'au fond, il ne maîtrise pas la chimie. Donc, il a tout mélangé et on se retrouve avec des morts. Voilà, des morts. Donc, vraiment, si on doit parler de ça, il y a ce qui se fait sur le terrain, oui, mais à la base, il faudrait rappeler aux gens. Parce que certaines personnes aussi plongent dans le domaine sans avoir les bases. Comme vous, par exemple, quand on vous parle aujourd'hui, on sent une maîtrise. Et c'est pour ça que le volet éducationnel est très important, parce que je pense que déjà même avant de passer à la phase d'inciter le consommateur à produire, je pense qu'il est important d'accentuer le point de sensibilisation sur les dangers que court le consommateur à consommer un produit de mauvaise qualité ou de produits qui proviennent d'une source ou des endroits douteux. Donc, voilà. Je pense qu'il est important et Dieu merci, je pense que l'arrivée du Covid a permis de faire comprendre aux citoyens lambda qu'il faut laver les mains avant de toucher les aliments tels que les produits vivriers là, qui se retrouvent dans des grandes surfaces. Parce que il fut un moment, tout le monde, dès qu'on arrivait là, tu touches seulement, tu touches pas, sans connaître qu'avant toi, il y a peut-être même 50 autres personnes qui ont touché le même. Oui. Et tu vas prendre, tu mets dans le panier parce que tu as acheté dans une grande surface de tel nom. Et tu rentres à la maison. Les enfants vont aussi prendre parce que papa nous a gardé. Ils savent que ça vient des rayons. Voilà, des grands rayons là. Oui. Et on va prendre, on se met directement à consommer. Or, le produit qu'on est en train de consommer, c'est peut-être plus d'une centaine de mains qui ont touché avant que le véritable propriétaire n'arrive pour le prendre en surface. Son poison était préparé. Donc, en fait, on est en train de rire, mais c'est délicat, c'est ça. C'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer après quand ça passe à un autre level. C'est un mélange chimique que nous préparons chaque fois. Moi, je dis, il est de notre rôle, nous, vendeurs, nous fabricants de produits, de véritablement s'asseoir sur cet aspect des choses qui, ma foi, est en train de prendre une autre tournure de nos jours. Voilà. Il ne se passe pas une heure où quelqu'un n'est pas en train de se sentir mal quelque part sur l'étendue du territoire national à cause d'une infection alimentaire. Voilà, l'intoxication alimentaire qui est en train de faire des ravages. On se retrouve à devenir des ennemis dans la famille, on se retrouve à suspecter tout le monde et au fond, c'est la manière dont nous gérons nos aliments. Et c'est parce dangereux. Que le pire même peut être que c'est toi qui empoisonne ton propre frère sans pour autant être... Avoir cette intention. Voilà.
Okay, ladies and gentlemen, today you saw it. We have somebody who has been through a lot, who has grown up to be independent, who has managed to bring his own project alive. And we are happy to have him because we are going to be talking about how you in the house, you can really handle the food you eat. Because we are talking today about taking care of ourselves and the things we put in our mouth, things that come around us and that sometimes we don't think too much because we have been to the big places to buy it. We don't understand that many hands have come upon it and that is already a dangerous thing to eat it without washing, and that sometimes we need to wash our hands. We have to be very careful on the way we handle the things that go into our body because we never know what is really, it can be appearing like a beautiful pear, it can be a beautiful apple, but that apple could be the end of your life. Now we are going to get into another vision of our guest today. We are going to be talking about the challenges and how you made it. We know that in Africa today we are talking to our brothers and sisters, and many of them are looking at us and saying that no, it's not easy to make it in Africa. No, you can't do it. It's the way you stand. You must look around you and know what you can change. And when you can change it, it means you can bring a solution. And I think that we have somebody today who made a change. He saw what was lacking. And since 2013, he has been able to do that job to earn his life, to earn his living, to make everything happen in his life. And now he's recognized, he has really walked into it, and he can sell many, many ideas behind. We are going to get into the world of challenges, as I said, and we're going to talk about the person who made things to happen. We're going to talk about Kwame Nkrumah. We're going to make a roundup of the person he was and how he was a big person who managed to go ahead against the challenges. But first of all, we are going to talk about the challenges that our guest had to face. Voilà, nous allons vous poser des questions très simples. On va parler aujourd'hui de l'histoire du continent et c'est une figure africaine que nous vous proposons de découvrir. Cette figure, ce n'est pas parce qu'il est seulement un héros qu'il est reconnu, c'est parce qu'il a posé des actions. Il a traversé, il a fait en sorte qu'on respecte son point de vue. Peut-être à la fin, il n'a pas eu ce qu'il voulait, mais c'est quelqu'un qui s'est imposé. Et on voudrait que vous, par exemple, M. Tchekwe, vous sachiez que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas un hasard. Vous êtes un Africain et beaucoup d'Africains ont fait de belles choses. Voilà. Et comment est-ce que vous, par exemple, vous avez affronté, vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez perdu vous avez eu l'accident, automatiquement, vous êtes cru encore au travail, vous êtes réveillé et après, voilà, vous avez lancé cette activité. Mais si on doit parler du challenge, récemment, quand on a eu notre échange, vous avez dit, j'ai eu plus que ça dans la vie. Si je suis ici au début, c'est que j'ai traversé beaucoup. Parlez-nous de quelque chose qui vous a vraiment empêché, qui vous a donné l'impression à un moment que vous pouviez aller en mer, par exemple. Aller en mer, ça veut dire partir, comme on le dit, tout le monde se dit, c'est de l'autre côté que ça va aller. Mais quel est ce challenge et comment est-ce que vous avez dompté ça pour rester encore au Cameroun et garder espoir? Ce qui m'a permis d'avoir encore, je vais dire, les pieds sur terre, c'est mon premier fils. Comment ça? C'est mon premier fils. Qu'est-ce qu'il a fait, le premier fils? En fait, madame, quand elle accouche, dans un hôpital bien connu de la place, non, avant qu'elle n'accouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est 5 heures du matin, quand je me lève aussi, c'est elle qui me réveille en me faisant comprendre qu'elle est en train de perdre. Que c'est déjà le moment. Et moi, c'était ma première expérience. Je ne comprenais rien. L'hôpital, je veux dire, le centre médical où elle suivait ses visites, je lui dis donc ce matin, parce que moi je partais au travail, je lui dis d'aller voir la femme, parce que j'ai appelé la dame qui la suivait. Que ça ne va pas. Je l'envoie vers vous. Donc quand moi je sors le matin, je sais qu'elle est partie là-bas. Sauf que je suis au boulot et on m'appelle au bureau pour me faire comprendre que mon téléphone est en train de sonner. Et quand je prends le téléphone, c'est elle qui me répond en larmes, me faisant comprendre que mais la dame chez qui tu m'as recommandé pour suivre ma visite est en train de me faire comprendre qu'elle ne peut pas s'occuper de moi parce qu'elle ne veut pas prendre le risque de me faire accoucher par voie normale, qu'il faut automatiquement qu'elle m'opère. Oh là là. Et ça, la dame m'avait déjà en parlé avant et je lui ai fait comprendre que vous ne pouvez pas suivre ma femme depuis le départ de la jeunesse et vous arrivez à la fin pour sortir l'autre version. 3 semaines pour me faire comprendre que ma femme n'est pas apte à accoucher par voie basse.
Donc, elle me faisait comprendre que c'est parce qu'elle me connaît que pour moi, je dois préparer la modeste somme de 500 000 francs. Waouh. Je reste debout, je dis, mais vous connaissez La où je situation. travaille, quelles sont les conditions dans lesquelles je travaille, est-ce que je peux même percevoir comme salaire? Dites-moi à quel moment je peux réunir cette somme à cet instant-ci. Là, je prends une permission au travail. Je pars, puisqu'elle avait recommandé ma femme dans un hôpital public. Je pars à l'hôpital public, je vois ma femme en train de sortir et elle me fait comprendre qu'on lui a dit de revenir. Je regarde. Et elle est en train de perdre, elle a perdu les os. Elle est en train de perdre les os. Je lui demande, mais toi, tu vas rentrer comment? C'est là où je la ramène directement en salle de maternité. Et la dame qui va la prendre va revenir 30 minutes et me fait comprendre, me demander où est-ce qu'elle suivait ses soins. Je vais lui dire et elle va me dire que ma femme n'était pas préparée pour l'accouchement à voix basse. Parce qu'il y a des... Il y a des étapes. Non seulement des étapes, il y a des comprimés, en fait, des noms qu'elle va me demander, est-ce qu'on lui a donné ça? Je vais lui dire de tout ce que moi j'ai, vous citez là, je ne vois. Jamais entendu. Et c'est comme ça que ma femme va faire la journée où elle est arrivée. C'est le lendemain qu'elle va accoucher à 23h50 et poussière. Par voie normale. Par voie normale. Voilà. Et quand moi je regarde mon fils, chaque fois, il n'y a rien qui peut... Je vais dire, c'est un moment où... C'est une victoire. Oui, et c'est un moment où même si je suis en train de traverser la situation la plus dure qui peut exister, il y a quelque chose en fait qui naît en moi et qui me permet de trouver en fait une solution. De garder la foi. Oui, donc... ne pas abandonner. Et j'ai eu beaucoup d'amis qui sont à l'au-delà aujourd'hui. Parce qu'à un moment, ils se sont dit que c'est de l'autre côté qu'on pouvait trouver le bien-être. Ouais. Mais sauf que les conditions dans lesquelles ils sont partis, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour des gars avec qui on vendait. Puis je disais bien ça au départ. À l'époque, moi, je fabriquais les beignets que je vendais. On avait des petits kiosques. Et on faisait des chiffres quand même qui pouvaient tout permettre au moins... de vivre, jusqu'à faire des enfants, fonder sa famille. Donc je vois quelqu'un qui va réussir à faire peut-être 2-3 ans, il va réunir 1,5 million et il porte ça, il part en aventure sans rien, se disant que c'est... C'est mieux de l'autre côté. Voilà, nous sommes directement entrés dans l'histoire de notre continent. En fait. Et vous voyez, on va parler de Kwame Nkrumah. Et on va se rappeler qu'en dehors de Kwame Nkrumah, il y a des personnes comme toi, il y a d'autres aussi qui font de belles choses. Quelque part, ils ne sont pas connus, mais on va dire que ce n'est pas un hasard. Quand vous êtes né sur le continent africain, ça veut dire que vous êtes fort. Ça veut dire que vous pouvez traverser des choses. Et on reconnaît Kwame Nkrumah, par exemple, la CIA disait de Kwame Nkrumah qu'il était l'homme qui avait sapé le plus leur autorité sur le territoire africain. Ce que beaucoup peut-être n'ont pas en tête, c'est que c'était quelqu'un qui avait la vision du panafricanisme. C'était quelqu'un qui voulait voir une Afrique unie. Et à ce moment-là, on avait même certains présidents aussi africains qui disaient de lui qu'il veut répandre plutôt le communisme. Parce que Kwame Nkrumah avait en tête qu'on devait s'ouvrir, on devait permettre tout type d'idéologie de venir en Afrique pour qu'on puisse choisir nous-mêmes notre développement. Voilà, on ne devait pas s'accrocher à la démocratie que d'autres proposaient, le capitalisme et tout ça. Il fallait aussi laisser venir le communisme sur le territoire, ce qui faisait que certains présidents acquis à la cause du colon étaient un peu effrayés quand Kwame Nkrumah demandait à discuter et à voir comment faire grandir les choses. Nkrumah est convaincu qu'aucun État ne peut résister individuellement aux grandes puissances. Avec son ami personnel, membre éminent du panafricanisme, le Caribéen George Padmore, ils organisent les 6e et 7e conférences panafricaines en 1953 à Koumassi et 1958 à Accra. Première conférence des États indépendants d'Afrique. Vous comprenez un peu.
En plus de revendiquer l'indépendance immédiate de l'Afrique, il prône la formation d'une identité supranationale. Il veut les États-Unis d'Afrique maintenant, qui permettrait au continent de devenir l'une des plus grandes forces du monde. Vous voyez que c'est depuis qu'on en parle des États-Unis d'Afrique. Et jusqu'à présent, nous sommes encore en train de supposer. Dans ce but, Kwame Nkrumah s'engage en 1958 à poursuivre avec ses homologues africains une politique africaine commune. La même année, il est le premier à apporter son soutien à la Guinée équatoriale, voilà, à la Guinée indépendante d'Ahmed Sékou Touré, parce qu'on le sait tous, la Guinée, c'est l'un des pays qui a dit franchement, je refuse de continuer la colonisation. Voilà, donc quand il se retrouve coincé avec tout ce que ça comporte, automatiquement, Sékou Touré se tourne vers Kwame Nkrumah et Kwame Nkrumah va lui faire un prêt de 10 millions de livres sterling. C'était pour lui permettre de tenir. Il tente un premier pas vers une réalisation concrète du panafricanisme en formant le 1er mai 1959 une union avec la Guinée. Et vers 1960, le Mali va rejoindre cette même union. Et on va dire que c'était une union symbolique. Et on se rend compte jusqu'à présent que la Guinée, le Mali, sont toujours les pays qui tiennent tête, voilà, qui s'affirment et prennent des décisions. En mars 1963, il participe activement à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, même si son idée de créer un gouvernement central africain n'est pas retenue. Vous savez, beaucoup de présidents africains à cette époque étaient un peu encore sous le joug de notre maître, le maître voilà, incontesté qu'on avait. Il soutient officieusement le camp socialiste, alors qu'il dit qu'il est non aligné, mais il voulait aussi avoir un peu de socialisme en Afrique pour pouvoir faire bouger les choses. Il est isolé grandement. Beaucoup de pays ne comprennent pas un peu où Kwame Nkrumah va aller. Oui, voilà. Nkrumah encourage les autres nationalistes africains à rejeter les méthodes violentes et défend les idées. Voilà. Il croit que si on applique la désobéissance civile, cela va empêcher, c'est-à-dire le colon de continuer de contrôler le continent. Donc pour lui, on ne devait pas appliquer la violence, mais on devait faire une sorte de désobéissance et on devait voir comment ne pas collaborer avec ces colons-là. Les guerres en Algérie, au Cameroun et dans les colonies portugaises, le coup d'État contre le gouvernement nationaliste de Patrice Lumumba au Congo ne lui font pas changer d'avis et il continue de défendre cette vision non violente de la lutte anticoloniale jusqu'en 1966. En 1970, il revient dans son ouvrage « Les luttes de classe en Afrique » et parle de ses illusions. Oui, à moins de s'y voir contraintes, les élites privilégiées ne céderont pas le pouvoir, même si elles acceptent d'effectuer quelques réformes. Elles ne céderont jamais. Pour lui, il est grand temps pour que l'Afrique puisse effectivement s'imposer dans le monde. Et pour lui, il fallait absolument que tout se passe, qu'on soit toujours dans notre vision. Les Africains ont eu un moment de colonisation et il était temps que les Africains viennent entre eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà entendu parler de Kwame Nkrumah. Quel est votre positionnement? Kwame Nkrumah, pour moi, c'est une figure emblématique du continent africain. C'est une figure emblématique dans ce sens où tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, rien n'est nouveau. Il fait partie des précurseurs dans l'implémentation de l'idéologie africaine telle qu'elle peut se présenter. Donc, pour moi, aujourd'hui, le positionnement du Mali ou de la Guinée, ce n'est pas un fait de hasard. Ça a une genèse qui est bien collée à leur histoire. Donc, et je voudrais dire, en fait, que le plus grand challenge des Africains, ou de tous ceux qui peuvent avoir les moyens de pouvoir faire bouger les choses, c'est leur capacité à se réunir et à regarder tous vers la même direction. Voilà, se réunir et regarder dans la même direction. On va avoir un petit break et après on va se retrouver pour continuer. On a encore beaucoup à proposer. Que des good vibes. Tout de suite, on se retrouve. ABK Radio 89.9. Zana
ABK Radio 89.9. Yes, that was a good one. We needed to have a little break and make you feel that we are in doing something that is real positive. We like to send out, all the bubbles on your head. We want them to be shiny white. We want them to be shiny pink. We want them to be looking glamorous, because that's how you have to be. There will always be obstacles in your life, and you saw it with our guests as we were speaking. There's so many things that you go across, because that's life. That's the way life has to be. We're not saying that you shouldn't think about going somewhere else. No, it's that that you have to know that being alive is a privilege that you can play with, and that's very important to always enjoy it. And we try our best here on Good Vibes. And I'm Tessa Bex, and what I do is that I want you to feel good all the time. I want your week to be beautiful, and that's what we are doing. And our guest, you see, he's somebody who is motivated, who is staying positive, and who believes that things will get better. Voilà, Biomakala, on est en train de faire ce petit tour avec toi. On découvre le secteur agroalimentaire. On voit comment on peut effectivement s'épanouir sur le continent africain. On peut avoir des moments difficiles. Je pense que vous avez partagé avec nous, vous avez découvert un peu son univers. Et on va aussi parler de ces Africains qui font de belles découvertes. Parce que vous savez, quand on a l'esprit qui est ouvert, quand on a l'esprit qui nous permet de bouger, automatiquement, on fait de belles découvertes. Ce n'est pas que chez les autres qu'on découvre les innovations. Oui, effectivement. Voilà, je parie aussi que même dans votre secteur, ce que vous faites, à force de travailler les produits alimentaires, vous avez inventé peut-être des mélanges. Vous pouvez nous dire, je suis sûr que vous avez créé quelque chose. Ce que je veux pas appeler ça invention, parce que il n'y a rien de nouveau en fait dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, je peux dire juste que on essaye juste d'adapter les choses à l'ère du temps. Parce que en fait, les beignets manioc ou les beignets patates, ça c'est des choses qui ont existé bien avant. Sauf que peut-être le process de fabrication n'était pas comme de nos jours. Parce qu'à l'époque de nos grandes mamans, il n'y avait peut-être pas des unités de transformation, il n'y avait pas des fours, il n'y avait pas des trucs à pétrir. Elles le faisaient de façon... Et même quand tu arrives même au village, les mamans ou les grands-mères te disent que le beignet manioc qu'elles connaissent, c'est le beignet qui est fait avec l'huile de palme là. Donc, elles ne te parlent pas du beignet manioc que nous on fait en ville avec soit peut-être du beurre ou... Non, c'est ça. Et ma foi, ce beignet même qu'elle faisait, les propriétés sur le plan nutritionnel sont plus conséquents que ce que nous, on peut faire aujourd'hui. Donc, je veux dire, nous, on adapte juste les choses à l'aide du temps, on n'invente rien. Je sens que Bio Makala ne veut pas nous donner quelques secrets de son Makala. Donc, il veut pour avoir les secrets, il faut participer aux ateliers. Déjà que, en fait, c'est à partir de là que c'est... aussi des ateliers. C'est voilà, intéressant donc à savoir. C'est ma façon à moi de sensibiliser aussi, parce que au fil des ateliers qu'on fait, ceux qui viennent, ceux qui souscrivent, ceux qui participent sont plus édifiés sur les avantages à utiliser. À mélanger ceci ou cela. Voilà, nous sommes directement entrés dans New Tech. Et New Tech, c'est l'innovation qu'un Africain a créée. Voilà, l'innovation faite par un Africain et quelque chose qu'il a créé et qu'on veut partager avec vous. Par exemple, là, on va parler d'un ingénieur en hydraulique, Ferdinand Chauvier. C'est un Sud-Africain, père de l'aspirateur nettoyant de piscine. Merde. Non, on dit Damn. Oui, on a un Sud-Africain qui a mis sur pied un aspirateur nettoyant de piscine. Cet aspirateur spécial permet d'aspirer automatiquement les saletés de la piscine en étant alimenté par le système de filtre du bassin. Cette invention est très utilisée en Afrique du Sud et également exportée dans plusieurs autres pays à travers le monde. Wow. Ça, c'est un Africain. Quand on va voir ça, on va se dire automatiquement que ça vient de là-bas. Non, il y a des commandes qui sont actuellement faites et ça se passe très bien. Déjà, si en Afrique du Sud, on consomme, j'imagine qu'à côté, d'autres pays aussi. Et je pense que là, on reconnaît au moins qu'un Africain a fait quelque chose de bien. Vous êtes sur Good Vibes. Et Good Vibes, c'est vous montrer que tout ce que vous faites, c'est apporter du bien autour de vous. Quand vous apportez du bien autour de vous, vous ne pouvez que recevoir ce qui est bien. Et on vous a dit, vous ne devez pas abandonner.
Aujourd'hui, on est avec notre guest et on découvre son univers. On se demande, mais avec tout ça, comment quelqu'un peut encore avoir le cœur de rester sur le continent? Non, c'est chez lui. Et quand on est chez soi, on doit trouver des moyens de faire que de belles choses. On doit pouvoir partager des vibrations positives. Et comme je le dis, quand vous vous levez le matin, vous devez vous assurer d'avoir des pensées vraiment, vraiment prêtes. Parce que quand vous êtes prêt, tout ce qui va arriver ne peut pas changer votre humeur. On dit souvent que vous devez regarder au-dessus de votre tête et décider de la couleur des bulles que vous avez sur votre tête. Parce que quand vous marchez avec des bulles noires, automatiquement, toutes les bulles noires qui passent autour vont être attirées par ces bulles noires. Mais si vos bulles sont roses ou bien blanches et que vous me baladez avec, vous n'allez qu'attirer des personnes qui ont la même vibration que vous. C'est très important. Nous entrons directement dans savoir-vivre. Yes, good vibes is to talk about things you should do and shouldn't do so that your day should be fantastic, so that your month, everything you do, the whole of the year should be something great. You have to enjoy your life because you're on earth for that. And you must not always suffer. You must have good time. Nous allons entrer dans le savoir-vivre et pour cette édition, on a décidé de parler des conseils. On va vous donner quelques conseils pour bien gérer votre femme de ménage. Vous savez aussi que ce n'est pas facile actuellement en Afrique, l'affaire de femme de ménage et employeur. C'est très compliqué, non, M. Bumakala? Oui. Pour ce cas-là, vraiment, c'est de plus en plus encore. De nos jours, c'est vraiment compliqué. Et ce qui nous fait venir, soulever ce sujet aujourd'hui, c'est que nous avons découvert sur les réseaux sociaux des reportages assez... Je ne sais pas comment on décrit ça, où c'est horrible. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais des reportages où on a des sites sur le net où on met des esclaves à vendre. On met des esclaves, des êtres humains sont classés avec des informations incroyables. Et le pire... oui, et on vous informe qu'on peut le réveiller à 5 h du matin, il ne va pas se plaindre. Et le pire, c'est que c'est un homme ou une femme, c'est nos propres frères, c'est-à-dire c'est quelqu'un à la peau noire comme nous qui fait le placement, qui fait les propositions. Ça, on ne pourra pas sauver tous ceux qui vont décider parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a découvert, c'est qu'on fait comme un appât. On vous propose peut-être des salaires faramineux, on vous incite à voyager. Mais si vous êtes déjà avec nous ici sur le continent et que vous faites ce métier-là, vraiment, on va vous encourager et vous dire que ce n'est pas toujours la torture. Il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer la relation entre le patron et l'employé. Et c'est pour ça que nous avons pris la peine dans cette rubrique de savoir-vivre de vous partager quelques conseils, surtout à l'employeur, pour que vous puissiez cohabiter sans problème. Nous allons dire que lorsque vous dites à des gens, voilà, par exemple, vous dites aux gens, moi j'ai pris une femme de ménage, lorsque vous dites que, voilà, j'ai pris un homme, voilà, quelqu'un qui va travailler avec moi à la maison, on a l'impression que vous allez vous asseoir comme un roi, que vous allez vous asseoir, oui, mais c'est faux. C'est carrément faux. Parce que quand vous prenez ces personnes avec vous, ce que vous devez faire, c'est créer comme une sorte de conducteur. Vous devez créer un menu. Vous devez pouvoir dire à cette personne de faire ci ou ça. Vous devez superviser. Vous ne pouvez pas prendre votre maison, vous donner complètement à quelqu'un. C'est incroyable. Si quelqu'un fait ça, vraiment, c'est déjà qu'il ne veut pas la paix dans son environnement. Oui, vous devez pouvoir superviser. Et c'est pour ça qu'on va vous donner quelques conseils pour pouvoir superviser, cohabiter, échanger et ne pas finir dans les problèmes comme on voit très souvent des gens qui se plaignent ou bien amènent leur employé de ménage au commissariat. On retrouve, oui, c'est la base. Et pour cela, on voudrait déjà vous demander, soyez clairs sur les tâches que vous attendez. Une fois que la femme de ménage est là, décrivez-lui les tâches que vous attendez qu'elle fasse. Si c'est laver, nettoyer la salle de bain ou autre chose. Il est préférable de donner une liste aussi détaillée que possible, de sorte qu'elle puisse gérer son temps de travail. Définissez vos attentes. Avoir une conversation avec elle sur vos attentes. Par exemple, si vous êtes exigeant sur la propreté et si vous avez un besoin d'un soin particulier pour un lieu spécifique, il faut expliquer cela le plus clairement possible. Si vous êtes intransigeant sur la ponctualité, il faut le mentionner. Soyez clair sur les règles de base au début et tout ira bien après. Vous devez avoir une liste raisonnable. Sachez que ce que vous avez affaire à un être humain et que votre femme de ménage ne peut pas faire plus qu'elle ne peut supporter. Donc, ce n'est pas parce que vous payez quelqu'un que vous devez automatiquement surcharger cette personne, que non, je donne l'argent s'il faut absolument que j'en profite au maximum. Non. Vous devez éviter de lui donner des tâches extrêmes. Par exemple, si vous avez embauché quelqu'un pour le nettoyage, alors vous ne pouvez pas attendre que cette personne fasse du babysitting
ou bien s'occupe d'une personne âgée. Est-ce qu'on est d'accord sur ces points jusqu'à présent? Effectivement. Voilà. Vous voyez que quand vous respectez déjà ces petits points qu'on a fixés, automatiquement, vous vous épanouissez avec votre employé à la maison. Fixez le nombre d'heures, soyez raisonnable, mais ne vous sentez pas coupable de lui faire des tâches parce que vous payez. Dans le même temps, ne pas empiler trop de tâches supplémentaires juste pour remplir les heures. Vous comprenez? C'est très important. Respectons-nous, comme on le dit souvent. Rotation des tâches. Comme votre femme de ménage ne peut pas tout faire en un seul jour. Voilà. Demandez une autre séance pour pouvoir faire différentes activités. Il faut identifier les tâches périodiques. Certaines tâches ne doivent pas être faites à chaque séance. Par exemple, nettoyer les vitres ou bien le réfrigérateur. Alléger les tâches quotidiennes sur ce jour-là, par exemple, en annulant peut-être qu'elle ne lave pas les habits. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on lave les vitres. Donc, le jour-là que vous demandez qu'elle lave les vitres, il faut voir un peu ce que vous allez retirer dans son travail habituel. Soyez ferme, mais poli. Si vous ne parlez pas quand vous observez quelque chose qui est mal fait, elle ne saura pas et vous n'êtes pas satisfait. En même temps, quand vous tentez d'être gentil et après vous devenez exigeant, ça fait que la base a été ratée. Et lorsque vous allez parler à cette personne, ce sera avec beaucoup de frustration. Et quand vous faites ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des tensions. Ça donne une personne qui n'a plus confiance en son employé. Et à ce moment, on a même peur de la personne qui est à la maison et qui garde peut-être nos affaires. Et souvent, même, on laisse aussi l'enfant à côté. Donc, il faut savoir un peu vivre avec cette personne. Personne ne peut savoir ce que vous voulez réellement si vous ne le dites pas. Donc, dites-lui avec des termes polis, la façon dont vous voulez les choses. Ne pas être vague dans vos instructions. Et c'est ça souvent qui tue les gens, parce que vous ne dites pas clairement, parce que vous avez peur de dire des vérités, ou bien voilà, ça devient un peu compliqué. Il y a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, moi je pense aussi que l'employeur gagnerait aussi à créer un élément de confiance très souvent en accompagnant la dame de ménage. Comment ça? Je vais dire par exemple le week-end, ou si la dame de ménage travaille jusqu'à samedi, je vais dire ces jours où il est libre, quoi, où elle est libre, la responsable, comment on appelle la femme ministre de l'Intérieur, elle peut participer, comment je vais dire, si ce sont les habits, si elle a une façon particulière de faire voilà, son linge. Voilà, elle peut lui montrer ça en appliquant. Parce que très souvent, on parle, mais on oublie que le message qu'on a laissé, très souvent, n'est pas très... La pratique est mieux voilà. que... Voilà. En une séance de lessive, elle peut lui montrer que, par exemple, le linge, peut-être son pagne, elle aimerait qu'on le lave très souvent avec peut-être le savon, mais de l'eau chaude. Voilà, qu'on ne le brutalise pas. Donc, je pense qu'en participant, ça met aussi l'employé en confiance. Parce que le fait que l'employé connaît que chaque fois, on lui impose juste et on passe à soi, on regarde. Et on vient gronder après. Donc, voilà, quelque part, il y a une frustration qui peut faire en sorte que les résultats ne vont jamais suivre, en fait. Donc, voilà, soyez courtois. Rappelez-vous que votre femme de ménage est un être humain. Ne criez pas lorsque vous êtes frustré. Assurez-vous également que les membres de votre famille la traitent avec courtoisie, en particulier les petits-enfants et les personnes âgées. Ne laissez pas traîner les tentations. Ah là, c'est clair. Votre femme de ménage peut être intègre, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Il est donc toujours conseillé de garder vos choses précieusement sous les verrous. Ne pas laisser de l'argent traîner. Si vous êtes du genre négligent avec vos affaires, la cible la plus facile à blâmer sera votre femme de ménage en cas de disparition. Et là, ça devient ce qu'on a dit, ça finit au tribunal, ça finit, voilà, c'est vraiment désagréable. C'était la rubrique Savoir-vivre. Vous avez quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'on devrait encore faire? Qu'est-ce que l'employé devrait faire concrètement encore? On a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Mais c'est un secteur vraiment sensible. Hein. C'est un secteur sensible. Je suis dans un carrefour et en longueur de journée, elles font partie de mon quotidien. Ces femmes qui se lèvent et vont travailler dans des maisons de personnes nantis. La question du timing, certaines personnes qui vous ont recruté pensent que
vous devenez un peu comme Le jouet. son chien. Son chien a fait tout. Et une fois qu'elle sait que vous êtes là, elle va s'oublier. Elle va même oublier les enfants parce que désormais, c'est vous l'employé qui devenez un peu comme... Alors qu'on le dit, si vous l'avez voilà. employé pour faire le ménage, Voilà. le babysitting n'était pas Pas inclus. inclus. Et ça devient très dangereux parce qu'à ce moment, elle ne connaît pas peut-être gérer les enfants. Elle sait très bien laver les habits. Maintenant, vous avez votre enfant qui fait une fièvre. Vous laissez l'enfant entre ses mains. Qu'est-ce que ça va Bon, donner? d'où même la question même de kidnapping qui chauffe dehors. Oui. Parce que derrière ça, vous ne connaissez pas quelles sont peut-être les fréquentations de la personne que vous avez Surtout que employée. vous ne l'avez pas recruté pour Et- babysitting. Donc, Non. beaucoup de choses désagréables peuvent arriver parce Et- qu'on a mélangé les choses. Nous entrons directement dans notre phase actualité. Je pense que ça te concerne pleinement. On va parler de la crise alimentaire qui est en train de secouer le monde aujourd'hui. On ne sait même pas ce qui se passe. On ne sait pas qui a fait quoi. Certains vont nous dire la guerre en Ukraine. Vous en pensez quoi? Il est en train de rire. On Oui, dit que c'est la crise alimentaire causée par Oui, l'Ukraine. en fait, ce qui me fait rire, c'est que je reçois très souvent des clients qui arrivent sur mon comptoir et une fois qu'ils voient que le beignet a soit peut-être diminué par la taille, Oui, donc le la poids. première question qu'il va me poser, Le mon beignet type, là vient d'Ukraine. c'est en Ukraine, on fabrique aussi le beignet en Ukraine, même le haricot, on fait ça aussi. Donc en fait, pour moi, rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne parce que en fait, depuis la crise Covid, les choses, ma foi, sont placées de telle en sorte que les conditions de vie ne font que devenir radicales au fur et à mesure que le temps passe. Bon, on va essayer un peu de comprendre pourquoi cette crise alimentaire nous touche beaucoup ici en Afrique. Et on va voir avec toi comment est-ce qu'on peut apporter des solutions. En premier lieu, de nombreux pays ont été rendus dépendants des marchés internationaux pour leur approvisionnement alimentaire. La consommation alimentaire a été standardisée à partir de l'époque coloniale, de sorte que 4 cultures ont été mises en avant. Les céréales, riz, maïs et soja, qui représentent 60% de la totalité des calories produites. Depuis que la production alimentaire a été industrialisée, il faut expliquer les choses très clairement. On a des pays qui ont été choisis pour être producteurs. Il y a des pays qu'on a choisis comme source, c'est-à-dire Poumon de production. Non, pas vraiment poumon. Il y a une vérité qu'on ne dit pas très souvent haut, c'est que quand la colonisation est passée, il y a eu des grands qui se sont assis et ont décidé de choisir des pays pour qui devaient produire. C'est-à-dire, par exemple, l'Afrique, c'est l'endroit où on fait... de max. Pas vraiment de masse, c'est ici qu'on produit l'élémentaire. C'est-à-dire, on fait le cacao ici, mais ce n'est pas en Afrique qu'on va transformer le cacao, c'est de l'autre côté. Donc, on a choisi des pays comme sur le continent, on a choisi des pays qui devaient produire exclusivement des produits qui devaient être exportés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la crise alimentaire nous touche particulièrement parce que on n'a pas la possibilité, nous, de transformer nos produits. On attend de ceux qui ont été désignés après la colonisation de produits pour nous renvoyer ici. Ce qui fait qu'automatiquement, nous, en Afrique, nous sommes destinés à l'exportation. On attend, on nous impose les denrées et quand ils décident des prix là-bas, nous, automatiquement, parce qu'on n'a jamais pris l'habitude, par exemple, le blé, je crois que c'est ton secteur, le blé n'a pas été désigné à être produit ici chez nous en Afrique. On est obligé peut-être d'attendre que ça vienne de là-bas. Ou bien ceux qui produisent ici, automatiquement, c'est porté, renvoyé de l'autre côté et on nous fait croire que c'est là-bas que c'est mieux travaillé. Donc, automatiquement, cette crise alimentaire, elle doit vraiment frapper l'Afrique de plein fouet. Les prix des denrées alimentaires ont aussi ceci de particulier. Ce n'est pas comment on appelle ça? Ce n'est pas l'offre à la demande. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de production. Aujourd'hui, il y a pénurie parce qu'il y a des personnes qui ont décidé, parce qu'ils sont des forts, ils ont de gros noms, qui sont une grosse marque, de voir comment vendre selon leur bon vouloir. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre. On a des grandes sociétés comme moi j'ai eu, quand j'ai fait des recherches, on a les ADM, Bunch, Cargill, Dreyfus, qui contrôlent 70 à 90% du commerce mondial de céréales. Ces entreprises font désormais aussi des acquisitions dans d'autres secteurs, les semences, engrais et distribution. Wow. Donc, c'est eux qui dominent le marché.
Donc aujourd'hui, qu'on produise ou pas, qui est vraiment un surplus ou pas, c'est eux qui déterminent. Et à ce moment, parce que ce sont les grands, c'est le capitalisme, nous subissons. Nous parlons aussi, certains des produits cultivés ne sont pas disponibles à des fins alimentaires. On pense aussi au marché du biocarburant. On estime que les calories d'origine alimentaire contenues dans le carburant seront bientôt équivalents aux besoins nutritionnels de 1,9 milliard de personnes. Ensuite, il y a des aliments pour animaux. Environ 40% des céréales récoltées dans l'Union européenne finissent dans l'estomac des vaches. Ainsi, l'augmentation du prix d'un produit entraîne également une hausse de prix dans d'autres secteurs. Donc, automatiquement, aujourd'hui, on ne produit pas que pour l'homme. On produit aussi pour les animaux. On produit aussi pour le secteur du carburant et tout ce que ça donne. Donc, automatiquement, ce n'est pas que la guerre en Ukraine. Il faudrait que les gens ouvrent un peu les yeux et comprennent que nous sommes en train d'affronter plein de choses. Donc, peut-être qu'il est temps pour nous, les Africains, de regarder cette crise d'une façon comme un coup qu'on nous donne, quoi. Un coup pour qu'on puisse se réveiller. Voilà. Enfin, le changement climatique a lui aussi son rôle à jouer, puisqu'il provoque une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. L'Inde, par exemple, connaît actuellement une vague de chaleur extrême. On estime que le changement climatique multiplie par 10 la probabilité des vagues de chaleur. Et chaque phénomène météorologique extrême influe sur le prix des denrées alimentaires. Et nous voyons aujourd'hui que, par exemple, nous, ici en Afrique, on n'arrive pas à maîtriser un peu le climat. On a l'impression, par moment, quand on se lève, on ne sait pas si c'est la saison sèche ou c'est la saison pluvieuse. On se retrouve seulement à subir. Et à ce moment, ça devient assez compliqué. Donc, ce n'est pas que la crise en Ukraine, c'est aussi ces phénomènes-là. Donc, parlons de la crise alimentaire. Comment est-ce que ça vous a affecté, vous? Vous avez parlé des beignets qui ont changé de taille et tout. Comment est-ce que ça vous affecte concrètement? La crise alimentaire nous touche, nous les petits producteurs, parce qu'en fait, les lieux où on se ravitaille, où nos fournisseurs, les prix ne sont plus stables. C'est-à-dire, tu peux prendre un sac de farine aujourd'hui, une semaine plus tard, tu vas revenir chez le même fournisseur. Le même fournisseur va te dire que le prix que tu as pris la dernière fois, une fois que tu es parti, le stock là est fini. Hein. Donc, quand je suis parti là-bas au port, on m'a dit que... Bref, en fait, ce qui nous arrive n'est pas... Pour moi, ça ne m'étonne pas parce que l'environnement dans lequel on évolue, c'est-à-dire l'environnement des affaires, est très hostile. Très hostile dans ce sens où ceux qui ont le monopole du marché, je veux dire ceux qui prennent des masses, en fait, sont parfois sautent sur l'occasion, comme ceci. Pour eux, c'est une opportunité. Des bénéfices en plus. Voilà, ils peuvent stocker, ils peuvent faire des grands stocks en magasin, sachant que dans la limite du temps de la crise, ça leur permet de renflouer les caisses. Or, en faisant ça, ça affecte le petit producteur que nous sommes. C'est-à-dire nous qui travaillons avec les un sac. Oui, un sac production sur de temps en temps. 3 jours, sur 4 jours, une semaine. Voilà. Donc, moi je pense, en fait, à mon avis, la crise, c'est bien. Ça a ouvert une brèche pour beaucoup de personnes. Et nous concernant, nous, Africains, ça doit nous pousser, en fait, à ouvrir les yeux sur tout ce qui... Oui, comment on doit acquérir notre indépendance alimentaire aussi, c'est très important. On ne va pas terminer sans te poser la question cruciale là. On veut savoir, il y a quelque temps, il y a sur les réseaux sociaux un gros buzz qui est parti où on a dit que les beignets avec haricots et tout ça, c'est toxique. Voilà, toi qui vis de ça, ouais, je sais, ça fait rire. Hein. Nous, on attend. Dis-nous, comment est-ce que tu vis la chose? Est-ce que ça t'a impacté? Est-ce que tu penses que ça avait sa raison d'être? En quelques minutes avant qu'on puisse clore notre émission. Sans pourtant, c'est vrai que ça m'a un peu amusé parce que du coup, sur la toile, c'est devenu un effet de mode, mais sans pour autant oublier que derrière la question, il y a lieu de s'interroger. Sur certains, en fait, sur des points, s'il faut s'asseoir, le monsieur, quelque part, a sa raison. Je veux dire... il a raison ou il a sa raison? Non, il a raison. Ok. Pour moi, il a raison. Il a raison dans la mesure où, tout à l'heure ici, on était en train d'identifier... d'intoxication alimentaire.
Parce que si il faut s'asseoir et regarder les conditions dans lesquelles, pour la plupart, nous travaillons, moi, je pense que on fermerait, je veux dire, Pour on va question sanctionner. d'hygiène, on va fermer beaucoup d'établissements. Voilà. Donc, moi, je pense que ce qu'il a parlé, en fait, ce dont sur quoi Il s'est il a fait, appesanti, oui. oui, c'est ça. Ça avait sa place. Voilà. Donc, aujourd'hui, Donc, on de devrait votre faire côté, vous attention. respectez ces conditions d'hygiène. Oui, surtout la friture. Je pense, je parle toujours parce que c'est la friture. Vous allez remarquer quand vous entrez dans un bénétariat, pour quelqu'un qui fait, moi je pense que depuis l'instant Covid, les gens de plus en plus font attention à ce qu'ils Comment mangent, ils se comportent, comment l'hygiène. ils se nourrissent. Ils lavent les mains. Voilà. Donc, la friture, l'huile avec laquelle on fait les beignets au jour. Ça veut dire si vous avez pris 5 litres d'huile, que vous allez faire peut-être, je raconte n'importe quoi, 15 kilos de farine. Une fois que vous avez fini la friture de cette quantité, cette huile-là, vous ne devez plus l'utiliser. Voilà, il nous a dit, et un mot pour fermer cette édition, un message aux jeunes qui vous écoutent, comment est-ce que, voilà, dites-nous quelque chose. Pour moi, en fait, le message que je peux envoyer aux jeunes, c'est d'arrêter de se plaindre et de travailler. On doit arrêter de se plaindre et travailler. C'est le message de M. Bio Makala 237. Je suis Tessa Bax. Vous êtes sur Good Vibes. It was a good time we had together. And we hope that you're really going to stay in the good mood because that's how you have to be. You have heard about people's stories and the way that they have been managing to make their lives to be positive. You, on the other side, have to make it be. Un mot à ajouter? Oui, en fait, quand je voulais dire travailler, c'est travailler vraiment avec objectivité. Parce que quand on regarde tout ce que nous on peut traverser comme obstacle au Cameroun, c'est la même chose qu'un jeune qui est au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo, au Tchad. Je veux même dire, il travaille 2-3 fois plus dur que nous. Donc, pour moi, ce n'est que derrière le travail avec objectivité qu'on pourra avancer, grandir. Parce qu'il y a beaucoup à faire sur le continent. Devenir la meilleure version de soi. Donc, en fait, cette émission m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup à faire. Donc, voir un jeune aujourd'hui qui te dit qu'il y a le chômage, pour moi, c'est compliqué. Il ne s'est pas apaisanti sur prendre le temps d'observer. Il n'a pas étudié son environnement pour apporter quelque chose en plus. Il y a beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Sabax, vous êtes sur Good Vibes. On va vous dire à la prochaine édition. Nous espérons que vous allez rester positif et que vous allez pouvoir partager que du bon. Parce que quand vous envoyez du bon, vous ne recevez que du bon. À très bientôt.